On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la première campagne de financement de l'organisme La Porte Ouverte. C'est un organisme qui œuvre en francisation pour les immigrants dans la région et aussi en alphabétisation pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Et oui, ça existe encore en 2014. Ces organismes-là vivent de subventions, mais parfois, il manque un peu de sous pour différents programmes, différents projets. Donc, on va en discuter dans quelques instants. Mais d'abord, c'est une difficile défaite électorale pour la députée d'Iberville. Elle était en poste depuis presque 6 ans. On la reçoit à l'instant. Marie Bouillet. Le 7 avril dernier, il y avait des élections au Québec. Vous connaissez maintenant le résultat, gouvernement libéral majoritaire. Ici, dans la région, le député du Parti québécois dans Chambly, ministre de la Justice, a été défait au profit de la CAQ. Dans Saint-Jean, Dave Turcotte a été réélu du Parti québécois. Et du côté d'Iberville, Marie Bouillet donc, a été battue par la candidate de la Coalition Avenir Québec. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Comment se porte le cœur de l'ex-député d'Iberville? Bien, je suis relativement sereine par rapport à, avec un peu de recul, là, mais je suis relativement sereine. Je sais que, bon, j'ai donné le meilleur de moi-même et, ben, je prends acte de la décision de la population d'Iberville. Trouvez-vous ça injuste? Trouvez-vous que c'est de l'ingratitude? Comment vous vivez avec la défaite? Non, comme je dis, je suis assez sereine par rapport à tout ça. Je peux pas parler d'ingratitude parce qu'en politique, bon, on sait que c'est un privilège d'être élu. J'ai toujours considéré que c'est un privilège. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant 5 ans et demi, presque 5 ans et demi, 2 mandats. J'ai donné le meilleur de moi-même. Il y a des choses qui sont réalisées, il y a d'autres choses qui étaient en voie de se réaliser, mais je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, finalement. On dit souvent, et je l'entendais d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'émission, on est mardi, et je regardais aujourd'hui, c'était la sermentation de ceux qui ont survécu à la petite vague. Bon, M. Bédard en tête, qui est le nouveau chef parlementaire du Parti québécois, qui disait « Une chose est sûre, avec le recul, le Parti québécois n'a pas été battu sur son bilan. » Parce qu'à la lecture des résultats, on constate que le PQ n'a pas été battu pour son bilan, probablement été battu parce que le Parti québécois est toujours un peu prisonnier de son option, qui est de faire un jour la souveraineté, et le risque d'un référendum. Visiblement, le Parti libéral a utilisé cette carte-là et ils s'en sont bien servis. Et bon, et visiblement, vous avez passé dans la moulinette. Est-ce que vous vous sentez un peu comme, j'aime pas le mot victime, mais un peu victime des circonstances, de cette campagne électorale qui a pris une drôle de tournure? C'est sûr que ça n'a pas été une belle campagne électorale. Moi, j'ai trouvé ça violent, trompeur. Vraiment, ça a été une campagne électorale qui a joué en bas de la ceinture. Donc, c'est vraiment pas... ça ne me rejoint pas comme valeur, de toute façon. Maintenant, sur le bilan, moi, je pense que malheureusement, il y a très peu d'élections qui se jouent sur le bilan, qui sont plutôt sur l'avenir, ce qu'on promet, ce qu'on projette comme rêve à la population, finalement. Et ça joue beaucoup sur ça. Maintenant, pour ce qui est d'être prisonnier de notre option, moi je pense pas qu'on est prisonnier de notre option. L'option de fonder un pays, c'est la mission première du Parti québécois. On ne peut pas être prisonnier de ça. Ça a été c'est la raison d'être du parti. Donc, on ne peut pas en être prisonnier. Ce qu'il faut, par exemple, c'est de faire, je pense qu'il y a une très grande analyse à faire au Parti québécois par rapport à notre façon d'être comme parti, les gestes qu'on a posés. Et je pense que c'est plus ça qu'on doit remettre en question. Parce qu'en même temps, sur le plan de la mathématique, le Parti québécois se fait gruger des votes un tout petit peu là, par Option nationale, qui est un parti souverainiste, un peu, quelques votes. Québec solidaire, qui dans certains cas va chercher du 6, 7, même du 10 % dans certains comtés, qui est un peu des souverainistes de gauche, où visiblement, au fil des 2 dernières élections, le PQ s'est fait gruger beaucoup de votes avec Québec solidaire. Toute cette division du vote souverainiste, finalement, fait en sorte que si rien ne change, le Parti libéral va être le parti de gouvernement naturel pour les 40 prochaines années.
La mathématique est là. C'est sûr que si on regarde de façon purement mathématique, le gouvernement libéral, c'est clair, peut être là très, très longtemps. OK? Il peut être le gouvernement pour plusieurs années. Cependant, il y a d'autres facteurs qui jouent. Puis je pense qu'il faut tenir compte des facteurs humains, des situations qui arrivent aussi, qui font balancer la population. Quant à la division du vote, je suis plus ou moins d'accord. Avec le peu de recul que j'ai actuellement, c'est clair que le taux de participation a été beaucoup moins élevé qu'en 2012. En 2012, il y avait un ras-le-bol, on était dans une espèce de chaos social, ça manifestait tous les soirs. Vraiment, là, il y avait une situation où les gens sont sortis voter pour arrêter ce gouvernement-là. Maintenant, le fait presque tous les partis ont perdu beaucoup, beaucoup de votes. Là. Si on regarde que ce soit Québec solidaire, que ce soit le Parti québécois, même les libéraux ont perdu des votes parce que les gens ne sont pas sortis voter. Et ça, je pense que c'est le facteur premier des résultats de l'élection qu'on a. Et c'est sûr qu'avec tant de partis maintenant, le parlementarisme britannique, c'est basé sur un gouvernement, un parti d'opposition. Et tant qu'on est dans ce modèle-là, ça fait en sorte que quand on rajoute d'autres partis, on se retrouve à avoir quelque chose de pluridisciplinaire où, avec peu de votes, on rentre au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Là. Bon, en même temps, l'autre phénomène, c'est que la coalition Avenir Québec a perdu des votes dans la région de Québec au profit des libéraux, mais visiblement du côté de la Rive-Nord et de la Rive-Sud. Ça en est un exemple. Iberville, Chambly, même dans le cas de Saint-Jean, Dave Turcotte a été réélu, mais avec à peu près 500 de majorité. Le deuxième, c'est la CAQ. Et la CAQ a fini deuxième dans plusieurs comtés. Tout à fait. Un parti qui est un peu plus à droite au niveau économique, mais qui prône évidemment le fait de ne pas tenir de référendum et de ne pas toucher à la question nationale. Visiblement, est-ce que c'est pas ça le message que les gens vous envoient? C'est-à-dire que là, présentement, les gens, ils veulent pas avoir de référendum à court terme. Là. Ils n'en veulent pas. Ça, c'est clair. Et ça, c'est très, très clair. Les gens n'en veulent pas. Moi, je l'ai dit pendant la campagne, il n'y en aura pas pendant ce mandat-là. Et, mais le message n'a pas passé. Je fais mon mea culpa. Pour la CAQ, elle est très à droite. Là. On n'est pas dans un parti centre-droit. On est pas mal à droite, là, je peux vous dire. Allez-vous continuer de militer au Parti québécois? Oui. Désirez-vous continuer à participer à toute cette réflexion qui va s'enclencher? Tout à fait. Je vais participer à cette réflexion. Et d'ailleurs, depuis mercredi dernier, je suis la présidente du Parti québécois d'Iberville. Donc, c'est moi maintenant la présidente. En tout cas, c'est un beau geste de confiance que les militants, les militantes m'ont confié. Et je vais le relever avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Donc, je vais participer à ça, à la course à chefferie aussi. Et selon vous, à quel rythme doit s'enclencher cette réflexion et cette course à la chefferie? Parce qu'il y a deux écoles de pensée, là. La réflexion, pour moi, c'est très, très clair qu'elle est commencée et qu'elle doit se continuer. Il faut vraiment écouter la population, vraiment écouter les messages qui nous ont été donnés et les analyser. Pour ce qui est à la course à la chefferie, moi, je pense qu'il y a rien ne presse tant que ça. De toute façon, le gouvernement libéral est au pouvoir pour 4 ans et demi, là. À moins qu'il arrive quelque chose, là, c'est long en politique, 4 ans. Mais je pense que pour la course à chefferie, c'est pas nécessaire d'accélérer les choses, mais pour ce qui est de la réflexion, il y a une très grande réflexion à faire. Avez-vous eu l'occasion de parler ou d'écrire à Mme Sanson qui prend votre succession du côté d'Iberville? Oui, on s'est rencontrés pour la transition des dossiers mercredi dernier, à mon bureau. D'ailleurs, le bureau, là, maintenant, est fermé. On a mis la clé dans la porte jeudi dernier. Oui, on s'est rencontrés et puis, bien là, maintenant, c'est elle qui Pour vous, est-ce que c'était important de procéder? Parce que je sais que dans certains comtés, parfois, ça se fait, c'est volontaire. Dans d'autres cas, ça se fait pas. Pour vous, est-ce que c'est important de procéder à ça? Moi, je suis très respectueuse. J'ai toujours été très respectueuse des élus, peu importe le palier. Mme Sanson a gagné. Donc, je pense que c'était important qu'on fasse les choses correctement. Et ce qu'on a fait, c'est que dans plusieurs bureaux de circonscription, on détruit tous les dossiers. Ça, c'était
la pratique, règle, ouais. la règle. Ce qu'on a fait, nous, c'est que les dossiers actifs, on a appelé chaque citoyen et on leur a demandé de venir chercher leur dossier, de façon à ce qu'ils tout ce qu'ils nous avaient remis dans leur dossier, les documents et tout ça, ils pouvaient le reprendre et par la suite en faire ce qu'ils voulaient. Donc, s'ils veulent continuer les démarches auprès de la nouvelle députée ou autre, c'est à eux à décider. Et avez-vous fait une petite mise en garde ou un conseil d'usage? Non, pas du tout. Je pense qu'elle est en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Quel est le bilan ou la chose dont vous êtes le plus fier de vos 5-6 années là, comme député d'Iberville? Ah, il y a tellement de choses. Je me doutais que cette question-là me serait posée. Il y en a beaucoup. Je vous dirais que tous les jours, j'étais fière d'avoir fait quelque chose, aider quelqu'un, fait débloquer un dossier. C'est sûr qu'il y a des moments plus marquants. Bon, par exemple, les travaux de la 35, malgré ce qui a été dit et qui était tellement trompeur pendant la campagne, mais la 35 va être ouverte jusqu'à Saint-Sébastien en septembre. Il n'y avait rien quand je suis arrivée. Là, ça va être ouvert jusqu'à Saint-Sébastien. Je suis très heureuse de ça. 600 quelques places que j'ai été chercher pour la population d'Iberville en termes de places subventionnées à 7 $, les garderies. Je suis extrêmement contente aussi de ça. Nouvelle école à Marieville, c'est pas rien. Ensuite, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ça touchait pas comme tel le Haut-Richelieu, mais plus la MRC de Rouville. Mais j'ai défendu et j'ai été chercher, via un projet de loi privé, une usine de biométhanisation qui est installée à Varennes et qui concerne, c'est un projet extraordinaire, puis quand on parle du jour de la Terre, en tout cas, le Haut-Richelieu n'a pas embarqué dans ce projet-là, mais Rouville bénéficie grandement de cette nouvelle usine-là qui va vraiment aider l'environnement. Et maintenant, il y a le dernier, qui est peut-être quand j'étais porte-parole dans l'opposition officielle, qui était la fameuse coupure de 25 % à l'assurance stabilisation des revenus, qui était une mesure absolument odieuse de la part du gouvernement libéral, et finalement qu'on a mis fin. Et je me suis battue corps et âme pour qu'on abolisse ça. Puis je pense que les producteurs en sont les premiers bénéficiaires actuellement. Donc, vous ne mettez pas un X sur la politique ou un retour éventuel? Pas du tout? Pas du tout. Et pour les 4-5 prochaines années, votre avenir professionnel va ressembler à quoi? Toutes les portes sont ouvertes actuellement. Je dois avouer que j'ai été très occupée jusqu'à jeudi dernier, donc c'est très récent que je peux un peu souffler, là. Je pense que je vais me reposer, mais pas très longtemps, parce que je ne suis pas quelqu'un qui qui est capable de... Je pense que j'aime aider, je suis très... servir la population, pour moi, c'est important. Je laisse toutes les portes ouvertes. Je n'ai pas de projet particulier en ce moment, mais ce que je sais, c'est que je suis profondément attachée à la population d'Iberville. Et ça, je compte bien continuer à servir cette population-là. D'une façon ou d'une autre, l'avenir nous le dira. Marie Bouillet, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la campagne de financement de l'organisme La Porte Ouverte. Parlons maintenant d'alphabétisation, de francisation avec cet organisme qui existe de longue date dans la région, qui est La Porte Ouverte, avec cette campagne de financement. Quatre invités à vous présenter. D'abord, Danielle Bruno, qui est la coordonnatrice. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mario Raymond, qui est là depuis la nuit des temps, ou presque. Oui. Également, Mme Suzanne Gauvin. Bonsoir. Bonjour. À vous. De même que Fernand Paradis. Bonsoir. Et bienvenue. C'est une drôle de question, mais La Porte Ouverte, ça existe depuis combien de temps? Ça va faire 30 ans. Cette année. Alors, on fête notre 30e anniversaire. Mario, tu es là depuis combien de temps? 28 ans. 28 ans, donc je ne peux pas tellement loin. Là, c'est proche. Mais l'organisme vit de quoi annuellement?
Vous arrivez à vous financer de quelle façon? Alors, on a des subventions, évidemment, pour la francisation, pour l'alphabétisation. Notre centre de livres, on fait des ventes. Donc, on a 120 000 livres qui passent par année. 120 000. Alors, on fait des ventes annuelles, on fait des ventes au sac, on fait des ventes dans la boutique. Donc, on peut ramasser suffisamment d'argent là, pour, disons, le maintenir, ou à peu près. Mais ultimement, vous avez besoin quand même de sources de financement autres pour arriver à boucler la boucle, hein, c'est ça? Disons qu'en ce moment, oui. En ce moment, plus que jamais. Plus que jamais. Oui. C'est notre première campagne de financement. Mais c'est ça, je me disais, parce que quand j'ai reçu votre invitation, je me suis dit, ou bien je n'ai pas vu les autres passer, ou bien ils ont déjà fait des campagnes de financement, mais je ne me rappelais pas qu'il y avait eu des campagnes. On a déjà tenu des soupers bénéfices il y a plusieurs années, mais c'est vraiment, comme Daniel l'a dit, notre première campagne de financement qui doit avoir des résultats positifs dans toute la mesure du possible pour maintenir le niveau de nos services à la population. Bon, quand on parle des services, justement, Mario, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous offrez à la population? Bien, nous offrons, c'est sûr, du français langue maternelle. On a un volet français langue maternelle où on donne des ateliers d'alphabétisation aux adultes faiblement alphabétisés. Des cours de français écrit et aussi aux gens qui ont besoin d'un rafraîchissement au niveau de leur grammaire pour leur travail. Et notre gros volet est la francisation des immigrants, qui sont quand même 80 de notre clientèle. Ah oui, tant que ça. Et des gens d'une trentaine de pays qui ont une vingtaine de langues maternelles différentes. C'est 80 On reçoit annuellement environ 150 étudiants, dont une centaine sont en francisation. Principalement. Exactement. Et aussi, le troisième volet de notre mission, c'est le Centre du livre usagé, qui fête ses 20 ans cette année. Avec moi. Avec elle, oui, avec l'arrivée de Daniel. Oui. Bon. On est arrivés ensemble, le centre de moi. On s'est croisés, quoi, il y a 20 ans, là. Bon, Madame Suzanne, ça va fonctionner comment, cette campagne de financement? On organise des activités. Entre autres, on va faire bientôt, le 7 juin, une soirée salsa, activité multidisciplinaire de danse, que ce soit salsa, baladi et autres types de danse orchestrés par un DJ qui est connu dans la région qui s'appelle Karim, excuse-moi le nom de famille, Daniel. Liba. Karim Liba. Salsa Street. Je ne suis pas encore familière avec tous les noms de famille. Moi, je ne suis pas très familier avec la salsa, de toute Mais, façon. mais c'est un spectacle en soi à regarder, c'est de toute beauté à regarder. On n'est peut-être pas, moi non plus, facilement accessible au niveau du pop, mais au niveau du regard, au niveau du spectacle, c'est quelque chose de bien. Et à l'intérieur de la porte ouverte, on a une championne provinciale, non, canadienne, mondiale. Mondial. Le mot est faible, C'est alors. une de nos étudiantes qui s'appelle Paulina Posadas. D'origine latine, j'imagine. Mexicaine, 4 fois championne mondiale de salsa et c'est à voir les acrobaties. Elle parle bien le français, j'imagine? Oui. Non, c'est ça. non, elle ne parle pas français. Non, non, elle est dans le groupe débutant, OK. mais elle danse dans toutes les langues. sent C'est pas c'est ça. Il y a aussi, on veut faire, bon, ça c'est pour le mois de juin, à l'automne, on fait un souper pâte avec la collaboration de Pasquier. Et ensuite, en février, on va faire un brunch avec les Chevaliers de Collion d'Iberville. Alors, on essaie de regrouper, puis à travers ça, peut-être que d'autres activités vont naître. Mais pour l'instant, ce sont les principaux qu'on organise pour la levée de fonds. On vise à aller chercher un bon 25 à 30 000 25 à 30 000 avec tout ça? Oui. Oui. Bon, Fernand, évidemment, ce n'est pas le premier organisme dans lequel vous êtes c'est un peu impliqué, pour ça que c'est pas la première campagne de financement. Quels sont les conseils que vous donnez aux gens de la porte ouverte? Bien, leur donner, premièrement, M. Daniel et Mario sont venus me chercher parce que j'avais quand même une certaine expérience dans le domaine, étant donné que je suis membre de d'autres conseils d'administration, de d'autres comités, dont certains en autofinancement. Alors, quand ils sont arrivés, ils étaient un petit peu perdus là-dedans. Fait que je leur ai donné, entre autres, savoir étendre les campagnes ou les activités au sein de la campagne de financement, pas toutes mettre en même temps. Puis aussi, au niveau de qui inviter, comment les inviter, les donner un petit coup de pouce en arrière. C'est quoi la recette d'une bonne campagne de financement? Bien, une bonne campagne de financement, c'est tenir compte des ressources matérielles, des ressources physiques, des ressources humaines, savoir être capable de dire, mais on va aller faire une réservation à tel endroit. C'est pas moi qui fais moi, je leur donne des conseils, je les accompagne là-dedans. Mais c'est pas moi qui accomplis nécessairement les tâches. Là. Lui, il y a tous les numéros de téléphone. C'est ça. Les Moi, je suis un carnet de
On m'a toujours reconnu comme étant un homme de contact et un homme d'action. Il faut que ça bouge de mon côté. Si ça bouge pas... Il nous a bien averti que si on ne bougeait pas, lui, il ne serait plus là. Fait qu'on avait d'affaires à avec le 25-30 000, ça va vous permettre de faire quoi que vous n'êtes peut-être pas capable de faire en ce moment ou vous avez de la difficulté à faire parce que le financement est plus difficile? Déjà, les activités étudiantes étaient menacées. Alors que ce soit une sortie à la cabane à sucre, on sait que les personnes immigrantes, quand ils arrivent ici, la culture, ça peut être important. Ouais. Donc, c'était menacé. Il avait été annoncé des coupures dans toutes les activités étudiantes. Et certaines sont vraiment complémentaires à la formation. Par exemple, des sorties comme celle-là. Les soirées Méritas et remises de diplômes du ministère de l'Éducation, ça aussi, c'était menacé. Alors déjà, les étudiants nous ont aidés, beaucoup. Ils ont distribué 800 tracts pour faire la promotion d'un bazar qui nous a permis de payer un autobus pour aller à la cabane à sucre. Alors, c'est 800 tracts distribués là, par les étudiants, sur les 1500 là, peut-être. Et c'est sûr, ça va nous permettre aussi de pouvoir continuer à offrir nos livres à la population, étant donné que ça prend quelqu'un pour trier. Quand on a 120 000 livres à trier, et c'est distribué à travers le monde au bout de la ligne, à partir d'un organisme. En même temps, pour les citoyens, puis bon, moi je le fais peut-être une fois par année, hein, on fait du ménage un peu partout, printemps, automne, puis bon, parfois on essaie de vider la bibliothèque, surtout quand il y a des livres qu'on a déjà lus, puis là, ben, on ne veut pas mettre ça au recyclage nécessairement. Je ne sais pas si tout le monde le sait à Saint-Jean qu'on peut aller porter des livres. Vous êtes toujours au même endroit, 81 rue Frontenac, donc juste en face de l'École des métiers. Et là, évidemment, il y a les tiroirs un peu là, pour mettre les livres. La chute à livres. La chute à livres, pardon, c'est ça. Je cherchais le mot, qui se remplit assez vite. Hein? Disons qu'on est plutôt victime de notre succès parce qu'on en reçoit de plus en plus, mais il faut avoir les moyens de les trier. Il faut avoir les moyens de les mettre en tablette, de les étiqueter. Il faut avoir les moyens de publiciser si on fait des ventes. Alors, si on a des moyens réduits, même si on reçoit des livres, on n'a pas les moyens de se payer un manutentionnaire nécessairement. Et quand c'est 40 palettes à monter à tous les 3-4 mois, c'est quelque chose. Mario, bon, on disait tantôt 80 de la clientèle, c'est de la francisation auprès des immigrants. Et on sait que plus les années avancent, c'est le phénomène du débordement et puis de l'étalement de Montréal vers la rive sud et la rive nord. Oui. Ça, évidemment, c'est un gros volet qui s'est développé parce que, évidemment, quand on s'en parlait de la porte ouverte il y a 20 ans, on n'était pas du tout dans les mêmes proportions entre la clientèle locale et les immigrants. Non, pas du tout, pas du tout. C'est sûr que c'est une clientèle qui a augmenté. Bon, les premières fois où ils sont arrivés, c'est arrivé avec les vagues d'immigration à mes tout débuts, là, du sud-est asiatique, les gens qu'on appelait les boat people. Là. On s'est dit, bien là, il faut donner des services qui rejoignent ces personnes-là aussi. Et maintenant, c'est ça, c'est quand même 80 de la clientèle et c'est toujours en augmentation. Ça prend combien de temps rendre un immigrant fonctionnel en français? Ça prend combien de temps? Oui. Ma 20e année en francisation. Alors moi, c'est ça, j'ai enseigné seulement en francisation. J'ai jamais enseigné aux Québécois. Je ne sais pas si un jour ça va m'arriver. Québécois d'origine francophone. C'est vraiment relatif. Ça dépend si la personne suit des cours puis si elle fait autre chose. Si elle fait un transfert des acquis. Est-ce qu'elle travaille en français? Est-ce qu'elle parle français à la maison? Est-ce qu'elle fait du bénévolat une journée par semaine en français? Qu'est-ce qu'elle fait en dehors de ces 2 cours à temps partiel, par exemple? Mais c'est quoi la langue de communication quand on enseigne le français puis que la personne ne parle ni anglais, puis on est dans le mandarin ou dans l'espagnol ou dans d'autres choses? C'est le français. C'est le français, mais par exemple, si moi je reçois les immigrants en individuel, alors chaque inscription. Alors évidemment, si la personne parle le turc, mais moi je parle pas turc. Je suis désolée, mais... Je suis un peu déçu. Alors je parle pas turc, je connais un peu des rudiments à l'écriture, mais je parle pas. Bon, un exemple, la mère, le père arrive avec un petit enfant de 2 ans, veut aller chez Fanfan pour mettre l'enfant en garderie, pour qu'il puisse suivre des cours durant le jour avec nous. Mais moi,
je dois communiquer avec eux pour les inscrire, j'ai besoin des coordonnées, je dois aller à la garderie accompagner l'enfant. Alors, c'est une question de signes au départ. OK, on est dans le langage des signes. Oui, oui. Moi, Daniel, C'est ça. calendrier à côté, les nombres. OK, moi, 30 décembre, dans les gestes. toi. Il y a des gestes, puis de regarder bien la personne pour voir si le courant passe. Mario, absolument. on est en 2014. Oui. Je suis surpris de voir qu'il y a encore des gens qui sont analphabètes. Oui. Pourquoi? Ça aussi, c'est une grande question. Selon les dernières études, ont démontré qu'il y avait une personne sur 5 qui était analphabète à divers degrés. Bon, souvent, et on va voir, c'est en lien avec une autre partie de notre mission, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas, qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas eu de stimulation des parents, qui n'avaient pas d'encadrement ou qui n'avaient pas de livres dans la maison, qui n'ont pas eu accès à la lecture en bas âge. Souvent, à l'école, ce sont des jeunes qui vont décrocher. On en a là, présentement quelques-uns. 18 ans, 19 ans, 20 ans aussi. Et c'est pour ça qu'on a développé, entre autres, le Centre de livres usagés pour donner accès à la lecture dès le plus jeune âge dans un objectif de promouvoir la lecture. En quelques secondes, Suzanne et Fernand, de quelle façon les gens peuvent-ils vous aider là, durant cette campagne de financement? Être à l'écoute des publicités qu'on va mettre en action. On a une campagne de lancement qui va se faire le 24 avril. Chez le Café Miam, Gourmet Miam, coin Richelieu, Champlain-Saint-Jacques. Et on va faire un 5 à 7 et on a convié plusieurs organismes et représentants de la communauté pour faire un peu, nous sortir un peu du placard aussi, parce que la porte ouverte n'est pas très connue, les raisons pour lesquelles elle a besoin aussi maintenant que la communauté l'appuie. Alors, c'est un but aussi, c'est de la faire connaître, c'est de la publicité, puis offrir les services à la population aussi. Fernand, c'est comme une pierre deux coups. Campagne de financement, mais ça sert à de la visibilité. Ça sert à de la visibilité, puis moi, j'invite les gens à venir, entre autres, on va lancer les activités comme telles. La prochaine activité d'importance, c'est le 7 juin prochain, la soirée salsa. Et je remercie aussi les autorités de la ville de Saint-Jean qui nous donnent l'opportunité d'avoir la salle du collège militaire, je veux dire, pour... On a des bons partenaires qui sont déjà très ouverts à des commanditaires, des bons partenaires. Puis on vous invite à communiquer avec la porte ouverte. À vous quatre, merci infiniment. Les détails sont affichés à l'écran, donc bonne chance. Merci beaucoup. Plaisir. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. 10e édition du Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. C'est le vendredi 6 juin, dès 17h à la piste Pierre-Larose, dans le complexe Claude-Raymond, à côté du Colisée Isabelle Brasseur. Relaispourlavie.ca pour obtenir tous les détails. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous résume les travaux du Conseil de ville. Également, on vous rappelle que le Télébingo, c'est 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine à 2 000. C'est à tous les dimanches matins, 9h30, en direct au Câble 9. Et vous pouvez acheter vos cartes un peu partout sur le territoire que l'on dessert. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.